collègues, malgré cette heure matinale, nous allons débuter nos travaux. Nous avons une matinée chargée avec de nombreuses auditions. Et pour commencer donc nos travaux, nous recevons aujourd'hui Monsieur Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, donc à l'occasion de nos expertises pour la préparation du PLFSS pour 2025. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et donc elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Parmi les représentants de la Cour, qui sont nombreux, qui accompagnent le Premier président, je tiens à saluer également donc tout particulièrement M. Bernard Lejeune, que nous accueillons pour la première fois ici au Sénat, en sa qualité de président de la 6e Chambre, compétente en matière de sécurité sociale, de santé et du secteur médico-social. J'en profite également pour remercier très officiellement l'ancienne présidente Véronique Amaillon, qui est devenue procureure générale auprès de la Cour des comptes, pour la qualité de notre collaboration au cours de ces dernières années et notamment l'intérêt de tous les travaux que nous avons menés ensemble. Voilà, donc je voulais également profiter donc de cette prise de parole pour la remercier. Monsieur le Premier Président, donc avec mon homologue de l'Assemblée nationale, Frédéric Valletoux, nous avons demandé à la Cour des comptes de réaliser une analyse actualisée de la situation financière de la sécurité sociale. Je sais que c'était un projet que vous aviez également largement initié. Et donc, nous attendons aujourd'hui les données que vous avez consultées, que vous avez analysées, que vous avez travaillées. Et ce sont des informations importantes pour nous dans le cadre de la préparation du PLFSS pour 2025. Nous avons bien entendu constaté des écarts importants entre les prévisions de la LFSS pour 2024 et la situation constatée cet automne. Et donc, le regard de la Cour pour nous est essentiel dans notre analyse. Voilà. Donc, je vais très rapidement vous donner la parole, Monsieur le Premier Président, pour une présentation. Puis ensuite, j'ouvrirai les débats en commençant par notre rapporteur général, Elisabeth Doineau, qui, je sais, a de nombreuses questions. Voilà, c'est à vous, Président. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, merci de votre invitation à venir vous présenter l'analyse de la Cour sur la situation financière de la sécurité sociale à l'automne 2024. Je suis en effet accompagné du nouveau président de la 6e Chambre, Bernard Lejeune, qui sera votre interlocuteur, j'en suis sûr, avec la même acuité et la même qualité. Ce fut le cas pour Véronique Amaillon et d'ailleurs pour ses prédécesseurs, car travailler avec le Parlement, et notamment avec votre commission, est à la fois un devoir et un plaisir pour la 6e Chambre de la Cour des comptes, de Jean-Luc Fulachier, contre-rapporteur, ainsi que des rapporteurs Nicolas Fourier et Vincent Dalmet. Et je les remercie pour cette note que je crois à la fois précise et synthétique sur l'état des finances sociales. Cette note sur la situation financière de la sécurité sociale à l'automne 2024, publiée donc durant le débat budgétaire, et nous le disions in petto, j'arrive ici à un moment particulièrement bien choisi, et la première du genre aussi. Avant d'entrer dans le contenu de la publication, je me permets de vous rappeler quelques éléments de contexte sur les raisons qui nous ont poussés à la réaliser et dans ce calendrier. Jusqu'à la réforme organique des lois de financement de la sécurité sociale en mars 2022, la publication de notre rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, le fameux RALFS, était couplée au dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça permettait une expression de la Cour sur les finances de la sécurité sociale concomitante au débat parlementaire. Depuis la réforme, ce RALF est publié chaque année fin mai lors du dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Et de ce fait, la Cour ne publie plus, en tout cas dans ce contexte, d'analyse sur les grands équilibres et la trajectoire financière du PLFSS en tant que tel. Il n'y a pas eu, par exemple, d'analyse spécifique de la Cour sur le PLFSS 2024 à l'automne dernier. Ça nous semblait être un manque, peut-être à vous aussi, et la Cour a donc pris l'initiative cette année d'examiner la situation financière de la sécurité sociale à l'automne 2024 en prenant en compte les mesures inscrites dans le PLFSS pour l'année 2025 afin d'actualiser l'analyse présentée dans le RALFS de mai dernier. Et si cette formule vous agrée, nous la poursuivrons les années suivantes. Je vous remercie donc, Monsieur le Président, d'avoir sollicité avec votre collègue de l'Assemblée nationale la communication de cette note de la Cour. Je formule le vœu que cette première édition puisse donc être pérennisée, si vous le jugez utile, car ça s'inscrit pleinement dans notre rôle de vigie des finances publiques, de concert avec le Parlement, à votre service en quelque sorte. Cette publication intervient à un moment décisif pour les finances publiques, qu'il semble difficile
d'éluder ici. Permettons de replacer notre analyse de la situation financière de la sécurité sociale dans le cadre plus général de nos finances publiques, qui est, c'est pas besoin de vous le dire, très dégradé. Comme nous le savons désormais, 2024, l'année en cours, est une année noire pour les finances publiques en général et pour les finances de la sécurité sociale en particulier. L'objectif de déficit public prévu dans la loi de finances initiale était de 4,4 points de PIB. Il a été porté à 5,1 dans le programme de stabilité. C'était en avril. Et l'année se terminera sans doute avec un déficit de 6,1. Certains disent 6,2. Disons 6,1. Me paraît une donnée plausible. Ça fait tout de même une aggravation sur un an de 1,7 point de PIB, de 50 milliards d'euros. Et disons-le, c'est inédit, non pas dans l'histoire ou la chronique de nos finances publiques, mais hors période de crise. Et c'est en plus contracyclique par rapport à ce que font nos partenaires de la zone euro. Et donc, ça nous place dans une situation incontestablement préoccupante, avec une évolution qui est à l'opposé de celle de nos partenaires, alors que nous sommes, vous le savez, dans une procédure pour déficit excessif ouverte cet été par le Conseil sur proposition de la Commission. Le creusement du déficit des administrations publiques en 2024 relève pour plus d'un tiers des administrations de sécurité sociale. Leur solde, qui devait être positif de 0,6 points de PIB, sera finalement à zéro. À l'échelle des administrations publiques, le solde excédentaire des administrations de sécurité sociale, qui comprend, je le rappelle, l'ensemble des régimes de base de la sécurité sociale, les régimes complémentaires de retraite à GIRC-ARCO, le régime d'assurance chômage, ainsi que la CADES, cet excédent permettait historiquement de compenser, en tout cas en partie, le solde déficitaire de l'État et des administrations publiques locales, et ce ne sera plus le cas en 2024. Je rappelle de surcroît, mais ça n'a échappé à personne, que l'année 2024 a été marquée par l'ouverture de cette procédure pour déficit excessif que j'évoquais il y a un instant. Concrètement, cette procédure, il ne faut pas la dramatiser. Nous ne sommes pas sous je ne sais quelle tutelle extérieure. D'ailleurs, nous n'avons pas arrangé nos finances publiques pour l'Europe, mais pour notre propre crédibilité, pour notre propre bonne gestion. Néanmoins, elle nous oblige à transmettre une trajectoire crédible de désendettement fondée sur un budget cohérent dans le cadre du premier plan budgétaire et structurel de la France à moyen terme, le PSMT, qui est prévu par la nouvelle gouvernance des finances publiques européennes sur laquelle je ne m'étends pas. Le PSMT présenté au Conseil des ministres du 23 octobre, transmis au Parlement, adressé à la Commission européenne fin octobre, est plus réaliste que les trajectoires précédentes. Je m'en réjouis parce que le Haut Conseil des finances publiques, que je préside également, avait quand même souligné l'irréalisme et l'incohérence de la dernière version de la trajectoire présentée dans le programme de stabilité en avril. Il établit désormais l'objectif de ramener le déficit public sous 3 points de PIB, ce qui est une nécessité qui est liée à notre appartenance à la zone euro, à l'horizon 2029 et non plus 2027. C'est donc dans les 5 années qu'il faut le faire et non plus en 3 ans. 3 ans, c'était vraiment trop raide. Et c'eût été socialement, économiquement, je ne parle pas de politique, très très difficile à accepter et à faire. 2029, c'est exigeant. Et il faut être conscient, je vous le dis, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous entrons non pas dans une année compliquée, mais dans un nouveau cycle de finances publiques qui s'étalera pendant plusieurs années, que je ne qualifierai en rien de cycle d'austérité, mais en tout cas de cycle d'effort. Après plusieurs années qui ont été des années expansionnistes, liées d'abord à la crise Covid, puis ensuite poursuivies. Il était crucial de tenir un discours de vérité aux Français, à nos partenaires européens, à la Commission européenne. Je le rappelle que le scénario d'ajustement proposé suppose, pour être conforme aux règles de gouvernance européenne, que la période d'ajustement budgétaire de la France soit prolongée non pas à 5 ans, mais à 7 ans. Mais il y a une contrepartie. Cette contrepartie, c'est que notre trajectoire soit tenue. Et nous ne pouvons plus nous permettre que nos trajectoires pluriannuelles de finances publiques deviennent caduques dès leur publication. J'avais fait cette remarque il y a un an à la Commission des finances de votre Assemblée, lorsqu'était sortie la loi de programmation de finances publiques, qui d'emblée n'était absolument pas crédible. Personne ne s'illusionnait. J'avais fait la même lorsque j'étais revenu sur le programme de stabilité. Ce qui dérange le plus, vous savez, j'ai été commissaire européen dans une vie antérieure et justement chargé de ce sujet, c'est l'instabilité. C'est-à-dire, c'est la chronique des changements continus, des cibles mouvantes. Il faut dire où l'on va et ensuite le tenir.
Et au-delà de notre crédibilité, il en va aussi et surtout de la reprise de contrôle de nos finances publiques. Cette trajectoire plus raisonnable, nous devons la maîtriser. Et ça nécessite de prendre des engagements très concrets. Ce n'est pas, je le répète, une question de soumission au marché, de soumission à l'Union européenne. C'est une question de bon sens. Et je veux l'illustrer par quelque chose que vous connaissez bien. La charge de notre dette était de quelques 25 milliards d'euros en 2021. C'est, disons, l'équivalent du budget du logement. Elle est, en 2023, de 53 milliards d'euros. Elle est prévue à 70 milliards d'euros l'an prochain, 2024, 53 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'en 4 ans, elle aura été plus que triplée. 53 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget de défense. 70 milliards d'euros, on se rapproche du budget de l'éducation nationale. La pente nous amène à un chiffre qui reste à préciser, mais si d'aventure notre signature venait à se dégrader, on pourrait tangenter les 100 milliards d'euros en 2027 ou 2028. Quand vous avez à rembourser chaque année 100 milliards d'euros, 90, 70, comment pouvons-nous, collectivement, dans notre pluralité politique aussi, dans votre pluralité politique, prétendre financer la sécurité sociale, l'éducation nationale, la transition écologique? La dette publique est la dépense publique la plus stupide qui soit. Elle est improductive, elle est paralysante, elle anesthésie l'action publique. Les objectifs du PLF et du PLFSS pour 2025 constituent donc les premières briques de cette trajectoire. Dans mes fonctions actuelles, je ne suis naturellement pas engagé dans le débat public et il y a 1000 façons de réduire un déficit. Ça, c'est à chacun de le proposer. Mais je le dis quand même, le cadre, il faut le tenir. Autrement dit, la fixation d'un objectif de réduction de déficit structurel de 1,2 point de PIB en 2025, c'est une inflexion qui est réelle et qui est bienvenue. Elle était indispensable. C'est une marche budgétaire qui est très haute. L'ajustement est massif. Enfin, vous savez, on peut dire aussi que l'ajustement de 2024, il a été massif à l'envers, puisque tout de même, on a accru le déficit de 1,7 point de PIB. Et je pense, je ne veux pas du tout préempter vos débats, ce n'est pas mon rôle, qu'il faut s'y tenir. Autrement dit, certains peuvent préférer faire plus d'impôts, d'autres faire plus d'économies, plus d'impôts ici, plus d'économies là. Bon, ça c'est le débat politique, idéologique, c'est bien naturel. Mais si nous ne tenons pas un objectif de réduction de nos déficits, nous mettons nous-mêmes en très grande difficulté. Car ce qui se passe à ce moment-là, c'est le renchérissement des primes de risque, c'est l'augmentation du coût de l'argent. Et l'augmentation du coût de l'argent, c'est moins d'investissement, moins de consommation, moins d'activité. Et puis, bon, je ne veux pas faire de scénario catastrophe parce que je n'y crois pas en vérité. Mais prenons garde aux effets dits boule de neige. Les principaux messages de la Cour concernant la situation financière de la sécurité sociale, je viens maintenant au plus spécifique, s'inscrivent dans la lignée de ces contraintes et ces exigences. Ils sont au nombre de 3. Le premier message de notre note porte sur la brutale aggravation du déficit de la sécurité sociale en 2024. Il atteint un niveau alarmant, alors même que les dépenses liées à la crise sanitaire sont désormais résiduelles. Autrement dit, si rien n'est fait, nous perdrions le contrôle du pilotage de nos comptes sociaux. Cette situation, je le répète, est préoccupante, car nous sommes en période de croissance, fût-elle faible, et hors période de crise. Nous ne sommes pas en train d'amasser des réserves pour une période de crise. Nous sommes en train de dilapider nos réserves hors période de crise. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Avec un tel déficit, la sécurité sociale n'a pas de marge financière pour absorber une éventuelle nouvelle crise sanitaire ou pour faire face au mur des dépenses médico-sociales et de santé à venir, liées notamment au vieillissement de la population. Le deuxième message de notre note est le suivant. Un effort vigoureux de maîtrise du déficit de la sécurité sociale est indispensable, et ce, dès 2025. Les mesures en recettes et dépenses présentées dans le PLFSS pour 2025 permettraient de contenir le déficit, mais uniquement dans la limite de ce qui était prévu par le PLFSS pour 2024. Ce serait un minimum, mais il demeure bien entendu sous réserve des mesures législatives et réglementaires qui seront finalement adoptées, ainsi que du comportement des acteurs prescripteurs au quotidien. Le troisième message porte sur la trajectoire financière de la sécurité sociale d'ici 2028. Le PLFSS pour 2025 prévoit une dégradation continue du déficit de la sécurité sociale sans perspective de retour à l'équilibre financier, comme le prévoit déjà la LFSS pour 2024. Et cette trajectoire, à notre sens, n'est pas soutenable. La Cour appelle à une prise de conscience collective pour revenir à l'équilibre financier de la sécurité sociale, ce qui passe par des réformes structurelles. Permettez-moi d'entrer un peu dans le détail
de chacun de ces messages. Je vais débuter par le premier. Comment le déficit de la sécurité sociale a-t-il pu atteindre en 2024 un niveau si élevé et structurel? En 2024, le déficit devrait en effet atteindre 18 milliards d'euros, selon les données actualisées du PLFSS pour 2025. Un tel déficit représente une dégradation par rapport aux 10,8 milliards d'euros de déficit en 2023, mais également un dépassement de 7,5 milliards d'euros par rapport à la prévision initiale inscrite dans la LFSS pour 2024. Au cours de la dernière décennie, en dehors des 2 années de crise sanitaire, un dépassement d'une telle ampleur est sans précédent. Surtout, c'est une rupture dans le processus de résorption du déficit de la sécurité sociale depuis le pic atteint en 2020 lors de la crise sanitaire. La mauvaise exécution de la LFSS pour 2024 s'explique par un effet ciseau entre, d'une part, un niveau surestimé de recettes pour la sécurité sociale. C'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des administrations publiques. Vous verrez que le Haut Conseil va publier dans quelques instants un avis sur l'exécution pour 2024, dans lequel nous montrons que la croissance, je ne parle pas de dérive des recettes, a été considérable en général. Votre commission a aussi noté une dynamique des dépenses de santé insuffisamment maîtrisée. Et vous l'avez relevé dans votre analyse du projet de loi d'approbation des comptes 2023 de la Sécurité sociale, l'amélioration des comptes de la Sécurité sociale en 2022 et 2023 n'a tenu qu'au reflux des dépenses liées à la crise sanitaire, pas au reflux des dépenses structurelles. Quant aux recettes, là, il faudra quand même arriver à expliquer ces mécanismes. S'agissant des recettes, elles sont inférieures de 6,2 milliards d'euros à la prévision initiale, en raison de prévisions macroéconomiques trop optimistes sans doute. L'évolution de la masse salariale serait de 3,2% au lieu des 3,9% prévus en LFSS. Ça conduit à un manque à gagner de 2,9 milliards de recettes assises sur les revenus du travail, cotisations sociales, CSG, taxes sur les salaires, forfait social. La moindre dynamique de la TVA, dont 28% est affectée à la sécurité sociale, pèse également sur les recettes. Ça fait d'ailleurs partie des sujets qu'il faudra étudier sur le plan économique. Peut-être la composition de la croissance a-t-elle changé? Si elle est plus tirée par l'exportation désormais, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est la consommation qui fabrique de la TVA et pas l'export. Enfin, les recettes de la fiscalité compartimentale sont en retrait par approvision. Est-ce qu'il aurait été possible d'atténuer le déficit en 2024? Je rappelle que plusieurs signaux d'alerte avaient été émis par le Haut Conseil des finances publiques en 2023, qui avait prévenu que la prévision de croissance pour 2024 retenue pour la loi de finances, soit 1,4%, était optimiste. En 2024, le rapport des comptes de la Sécurité sociale avait identifié 5,4 milliards d'euros de recettes manquantes pour la Sécu. Enfin, dans son avis de juillet 2024, le comité d'alerte de l'ONDAM avait relevé que la progression spontanée des dépenses de soins de ville, trop rapide, dépassait la prévision d'1 milliard d'euros. La meilleure solution pour prendre en compte ces alertes aurait été incontestablement l'examen par vous d'un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, ce qui aurait permis de débattre des conditions du rétablissement de l'équilibre financier. À quelle branche cette dégradation des comptes de la Sécurité sociale est-elle imputable? La dégradation des comptes est due, dans des proportions équivalentes, à environ 3,5 milliards d'euros pour la branche vieillesse, dont le déficit atteindrait 7,5 milliards d'euros. La branche maladie, dont le déficit déjà très élevé, progresserait pour atteindre 14,6 milliards d'euros. En parallèle, les excédents structurels se réduiraient pour la famille, qui atteindrait un solde de plus 0,04 milliards d'euros, et pour la branche accident du travail et maladie professionnelle à 0,7 milliards d'euros. Seul le solde de la branche autonomie se rétablirait à 0,9 milliards d'euros. La branche famille resterait excédentaire. Pour la branche accident du travail, un excédent sera à nouveau constaté en 2024 dans un contexte de renforcement de la prévention et d'évolution des prises en charge liées aux troubles musculo-squelettiques et aux risques psychosociaux. Le tout récent rapport de votre commission sur les grands enjeux de la branche accident du travail et les maladies professionnelles, par mesdames Marie-Pierre Richer et Annie Le Houerou, souligne ces évolutions. La branche autonomie fait face, quant à elle, au déficit majeur d'amélioration de l'accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Je voudrais insister sur la situation financière des établissements médico-sociaux, qui a été analysée dans le tout récent rapport de votre commission sur les EHPAD, un modèle à reconstruire, des sénatrices Chantal Dessène, Solange Nady et Anne Soury. Et je voudrais rappeler
le rapport que la Cour des comptes avait fait à votre demande, je crois, il y a 2 ans, que j'étais venu présenter ici sur les EHPAD et qui soulignait incontestablement un besoin de financement supplémentaire pour les EHPAD. C'est ça la difficulté, c'est que le financement de la branche est déjà faiblement positif et on a besoin de dépenses en plus. Ce qui me renvoie d'ailleurs à ce que je disais sur la dette. Vous savez, si on veut investir, il faut se désendetter. Investir davantage dans des besoins sociaux, écologiques, économiques, quand on n'a pas d'argent pour le faire, pas de marge de manœuvre, c'est très très compliqué. La branche vieillesse, je le disais, reste fortement déficitaire, avec une hausse des dépenses de 6,8% qui avait été anticipée par la FSS pour 2024 en raison de la forte revalorisation des pensions au 1er janvier. En outre, en 2024, il faut le dire, les effets financiers de la dernière réforme des retraites resteraient limités, la revalorisation des minima de pension étant équivalente aux économies liées aux mesures d'âge. La branche maladie, je l'ai dit, se cristalliserait désormais à un niveau proche de 15 milliards d'euros, ce qui s'explique en partie par le rattrapage non financé des salaires des personnels hospitaliers décidé dans le cadre du Ségur de la santé à hauteur de 12 milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi l'accumulation de dépassements importants de l'ONDAM ces dernières années, notamment s'agissant de dépenses de soins de ville qui sont intégrées dans le socle de dépenses remis en cause. En 2024, les dépenses d'ONDAM, qui devaient progresser de 7 milliards d'euros en 2024, augmenteraient finalement de 8,2 milliards d'euros. Après le dépassement de l'ONDAM déjà en 2022 et 2023, la Cour appelait dans le RALFS à une reprise en main de son pilotage en 2024. Ce ne sera pas encore le cas, mais le message est renouvelé pour 2025. Il faut qu'on reprenne un cours normal en la matière, sans dégradation, bien sûr, du service public, en particulier hospitalier. Il faut ajouter au déficit élevé de la branche maladie celui des hôpitaux publics, justement, qui atteint des proportions inédites en 2023 à 2,1 milliards d'euros contre 1,3 milliard d'euros en 2022 et 0,4 en 2021. Mais il y a de bonnes nouvelles dans ce domaine. La première, c'est que l'activité serait en nette reprise au premier semestre 2024, à hauteur de 4,3%, pour enfin repasser au-dessus du volume d'activité d'avant la crise sanitaire. Et la seconde, c'est la reprise de l'investissement, qui pourrait atteindre 5,6 milliards d'euros pour continuer de remédier, parce que c'est nécessaire, à la vétusté des installations et améliorer les conditions de travail des personnels de santé et d'accueil des patients. On ne peut néanmoins que regretter que les 13 milliards de ressources de la CADES destinés au désendettement et à la relance de l'investissement hospitalier sur la période 2021-2029 aient été un peu saupoudrés, comme la Cour l'avait analysé dans son rapport d'octobre 23 sur la situation financière des hôpitaux publics. Au total, oui, disons-le, il en va des finances sociales comme des finances de l'ensemble des administrations publiques. L'année 2024 a été particulièrement négative pour nos finances sociales, avec une dégradation des déficits, je résume, qui est inédite hors période de crise. Ce tableau peu optimiste de la situation des finances sociales pour 2024 requiert des efforts de maîtrise des déficits sociaux dès 2025. Sans aucune mesure correctrice, le déficit pour 2025 s'établirait à 28,4 milliards d'euros, selon le rapport du gouvernement à la Commission des comptes de la Sécurité sociale d'octobre. Dans un tel contexte, le PLFSS pour 2025 prévoit un effort de l'ordre de 12,4 milliards d'euros que vous aurez à examiner, réparti entre une baisse des dépenses de 4,9 milliards d'euros et une augmentation des recettes de 7,6 milliards d'euros. C'est environ un cinquième de l'effort global évalué à 60 milliards d'euros sur les finances publiques proposé par le gouvernement. Alors, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais pour le Conseil, c'est pas 60, c'est 40, selon qu'on se fixe par rapport au tendanciel ou en structurel. Enfin, en réalité, ce sont deux façons différentes d'aborder le problème. Conventionnellement, je vais accepter les 60. Le PLFSS prévoit ainsi de ramener le déficit à 16 milliards d'euros à la fin de l'année 2025. C'est un montant proche de ce qui était prévu dans la précédente trajectoire de la LFSS pour 2024. Les principales mesures présentées concernent logiquement les deux branches déficitaires, la vieillesse et la maladie. La première, c'est la réduction des allègements généraux de cotisations sociales qui ont bondi de 60 milliards d'euros en 2019 à 80 milliards d'euros en 2024. L'effort serait de 4,1 milliards d'euros pour la sécurité sociale, ce qui paraît raisonnable au regard de la progression de ces dernières années. Les finances publiques sont tout de même très dégradées. Je souhaiterais également relever que le PLFSS pour 2025 commence à revenir en partie sur les niches sociales concernant les compléments de salaire, qui a fait l'objet d'un chapitre du RALFS en mai dernier. La prime de partage de la valeur et la dotation forfaitaire spécifique devraient en effet désormais être incluses dans le calcul du revenu de référence des allègements généraux, ce qui constituera un premier pas vers le retour au droit commun que nous encourageons. Le PLFSS pour 2025
prévoit par ailleurs 2 mesures importantes pour poursuivre le rééquilibrage de la balance vieillesse: le décalage pérenne de 6 mois de l'indexation des pensions de retraite au 1er juillet au lieu du 1er janvier. Je sais que ce sera un sujet très débattu parmi vous, comme il l'a été. Je suis ça de loin, mais enfin, je suis quand même un citoyen qui s'informe un peu. Ça représenterait une économie annuelle de l'ordre de 3 milliards d'euros pour la sécurité sociale et de près de 4 milliards d'euros pour l'ensemble des finances publiques. Il n'appartient pas à la Cour de discuter l'opportunité de cette mesure de modération de la progression des pensions dans un contexte de ralentissement de l'inflation, mais il y a quelques éléments objectifs qui sont sans doute à prendre en compte. Une autre mesure rejoint cependant certaines des préconisations du RALF de mai 2024. La Cour avait pointé, et j'y insiste à nouveau, l'enjeu de rétablir l'équilibre financier de la Caisse des agents fonctionnaires des collectivités locales et des établissements publics, la CNRACL, dont la situation n'avait pas été traitée dans le cadre de la réforme des retraites d'avril 2023, ce qui était un peu un trou dans la raquette, reconnaissons-le. Le PLFSS pour 2025 prévoit un effort d'économie supplémentaire du système de santé à due proportion. Enfin, la progression de l'ONDAM au titre 2025 est revue de 3% en LFSS 2024, pas tenu, à 2,8% en PLFSS 2025, à tenir. Une telle rectification paraît équilibrée. Ça permet pour la première fois de tirer les conséquences du dépassement de l'ONDAM de l'année précédente et de prendre en compte la révision à la baisse de l'inflation. Tout de même, étant entendu que la hausse de l'ONDAM restera encore de 1% en volume. J'insiste sur l'inflation parce que dans l'avis du Haut Conseil des finances publiques, nous estimons que les prévisions d'inflation pour 2025 pourraient être un peu élevées. Donc, il faut en tenir compte aussi dans les prévisions générales. Parmi les économies de l'ONDAM, certaines sont en réalité des transferts de charges vers les organismes complémentaires de santé. Toutes ces mesures, si elles étaient in fine adoptées, sont un quantum. Je cherche mes mots. Sur ma feuille, il y a marqué minimum, je dirais raisonnable, ce qui revient à peu près au même. Disons que voilà, il ne faut pas aller en deçà. Il resterait en plus une incertitude sur leurs conditions d'exécution qui reposent sur des hypothèses économiques plutôt favorables, puisque nous avons estimé que la prévision de croissance de 1,1% était un peu élevée, compte tenu de l'orientation restrictive du système de finances publiques. Je m'étends là-dessus une seconde. L'effort structurel est de 1,2 points. Si on applique ce que les économistes appellent un multiplicateur keynésien de 0,5, sans vouloir être pédant, c'est-à-dire qu'il y a 0,6 points à retirer de la prévision de croissance, il peut y avoir d'autres phénomènes qui jouent dans l'autre sens, mais maintenir la prévision de croissance à 1,1%, comme le consensus des économistes, qui était fixé avant cet effort, paraît un peu optimiste. Certains instituts de conjoncture disent 0,7, 0,8. Nous ne sommes pas un institut de conjoncture, mais pas invraisemblable, disons, que la croissance soit un peu inférieure à 1,1%, et la prévision de masse salariale est aussi un peu optimiste. J'en viens enfin à notre troisième message, qui est l'analyse de la trajectoire financière de la sécurité sociale de 2026 à 2028, telle que présentée dans le PLFSS pour 2025. Cette trajectoire doit contribuer à l'objectif de repasser sous le seuil de 3% de déficit public en 2029. Elle ne nous paraît pas, à dire vrai, suffisamment soutenable, car dans cette trajectoire, le déficit annuel de la sécurité sociale se dégraderait de manière continue pour atteindre 19,9 milliards d'euros en 2028, sans perspective de retour à l'équilibre financier. Cette situation reflète la part croissante des dépenses de sécurité sociale dans le PIB, sans véritable solution de financement, alors que cette part est appelée à continuer à augmenter, en raison principalement de ce que nous connaissons tous, le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques. Les dépenses de retraite progresseraient de 13,4% du PIB en 2023 à 13,7% en 2023 à 13,7% en 2027. Le niveau des déficits prévus de 2026 à 2028 excède la capacité d'amortissement annuelle de la CADES de 16 milliards d'euros. Il éloigne donc de toute perspective de réduction de la dette sociale. Et la Cour a déjà insisté dans le dernier RALF sur ce que nous appelons un point de bascule quelque peu préoccupant, car une telle trajectoire financière de la sécurité sociale conduirait à l'accumulation d'un stock de dette sociale qui peut être estimé à 100 milliards d'euros d'ici à 2028, c'est-à-dire environ 3% du PIB. Et ce stock de dette n'a pas, j'y insiste à nouveau, de solution de financement. La capacité de reprise de la CADES, qui a été fixée par la loi du 7 août 2020, est désormais saturée, ou presque. En conséquence, ces déficits sont désormais financés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, dont je rappelle qu'elle a pour mission d'assurer la trésorerie de court terme
des régimes de sécurité sociale et pas de financer la dette. Dès 2024, le montant total des déficits à couvrir par la COS se rapproche sensiblement de son plafond d'emprunt qui est fixé à 45 milliards d'euros. Le PLFSS 2025 prévoit 2 mesures pour commencer d'y remédier. D'abord, le plafond d'emprunt de la COS serait relevé à 65 milliards d'euros, ce qui est cohérent avec l'ampleur du déficit prévu en 2025. Enfin, la durée maximale d'emprunt serait allongée à 24 mois. Malgré ces mesures ponctuelles, la COS n'a pas vocation, je vous le dis, à porter dans la durée des montants élevés de dette sociale. Et donc, il faut, si on veut éviter de sans arrêt transférer le problème là où il ne doit pas l'être, une reprise en main de la trajectoire financière de la sécurité sociale. La solution en apparence la plus simple serait un nouveau report de la durée de vie de la CADES au-delà de 2033 et donc des prélèvements dont elle bénéficie. Ça supposerait toutefois le vote d'une loi organique, mais un tel recours, pour autant, ne remédierait pas à la situation structurellement déficitaire de la sécurité sociale, n'en empêcherait pas la poursuite de l'accumulation de dettes. Et donc, le traitement du stock de dettes des prochaines années doit s'accompagner d'une stratégie pluriannuelle crédible de remise en ordre des comptes de la sécurité sociale, ce qui est une condition nécessaire pour permettre à la CADES de faire appel dans de bonnes conditions au marché financier. Parce que c'est bien gentil de reculer l'horizon et d'accroître les possibilités d'endettement. Les marchés financiers, sur lesquels nous émettons des titres pour ce faire, examinent aussi la crédibilité d'ensemble de notre endettement. C'est pour ça qu'il faut là aussi faire des choses structurelles avec un effort qui doit porter sans doute en priorité sur la branche maladie qui concentre la part principale du déficit de la sécurité sociale. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai été un peu long sans doute, mais cette note était exhaustive. L'impasse de financement dans laquelle nous nous trouvons impose de prendre ces mesures de redressement dans un cadre pluriannuel que la Cour suggère dans ses rapports. Je me refuse à considérer qu'il y aurait une forme de fatalité au déficit croissant de la sécurité sociale. En tout cas, il est indispensable d'en reprendre le pilotage financier pour assurer la pérennité de notre modèle de solidarité et de cohésion, car c'est bien l'héritage que nous léguons aux générations futures, et nous avons la responsabilité d'en assurer l'équilibre financier. Je préconise donc une approche responsable qui concilie les réponses aux besoins sociaux et notre capacité de financement, qui soit socialement acceptable et économiquement soutenable. C'est difficile, bien sûr, mais c'est possible, j'y crois fondamentalement. En tout cas, je le redis, parce que c'est comme le message d'ensemble que je porte sur les finances publiques, le point d'inflexion qu'entament les textes financiers que vous allez examiner est une impérieuse nécessité. Ensuite, bien sûr, à la démocratie de s'exprimer sur la façon de parvenir à ces objectifs et sur les choix à opérer pour ce faire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation. Merci de nous éclairer, même si nous avions déjà quand même pas mal d'éléments dans les mains. Mais en tous les cas, venant de la course, ça renforce en tout cas nos objectifs. Et pour faire le lien avec votre conclusion, nous sommes bien entendu conscients de la situation et la nécessité de réagir. Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Elisabeth Doineau, notre rapporteur général, pour la première série de questions. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, et permettez-moi de saluer également l'ensemble des personnes qui vous accompagnent, Président, rapporteur, et vous dire combien les éclairages de la Cour sont pour nous essentiels. Nous avons d'ailleurs, à ce titre, beaucoup apprécié les points particuliers que vous avez faits, que vous avez soulignés tout à l'heure dans vos propos au cours du rapport de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, notamment pour la CNRACL. Donc merci à l'ensemble de la Cour. Comme vous l'indiquez en tout premier lieu, la dégradation est très significative. Alors, parfois, on pourrait parler de pessimisme, mais non, on est face à la réalité. Et c'est ça qui est brutal. Donc, cette ampleur inédite de la crise nous met devant le fait accompli, si je puis dire. Vous avez, d'ailleurs, c'était ma première question, souligné finalement ce qui nous a amené à cette situation. Donc, je ne vais pas vous redemander pourquoi nous en sommes là. Mais je voudrais plutôt vous interroger sur, finalement, la méthodologie de prévision
parce que finalement, vous avez indiqué qu'un projet de loi de financement rectificatif aurait été nécessaire, mais finalement, il n'a pas été mis à l'ordre du jour. Vous avez indiqué également qu'un certain nombre de notes sont venues tout au long de l'année nous avertir que les choses n'allaient pas bien. Mais il semble que quelque part, il y ait eu finalement une mise sous le tapis, si on peut dire ça comme ça. Alors, quelle méthodologie seriez-vous en mesure de nous proposer pour, en fait, nous faire réagir plus tôt? Parce que là, l'ampleur du déficit, il est tellement considérable que je parlais de brutalité, mais le PLFSS 2025, ça va être effectivement de la brutalité par rapport à nos concitoyens, quels qu'ils soient. Et donc, pour ne pas en arriver là, que proposeriez-vous comme méthodologie? Ensuite, ma deuxième question. Selon votre note, dans le cas des retraites, des mesures importantes ont été prises récemment, mais elles ne sont pas en fait suffisantes en fait dans ce PLFSS. Et c'est pas le cas pour les dépenses de santé. La Cour considère que l'effort à réaliser d'ici 2028 doit, je cite, porter en priorité sur la branche maladie. Et je pense que ma collègue qui est à mes côtés aura l'occasion de vous interroger. Pouvez-vous nous rappeler, en l'occurrence, à cet égard, les principales propositions concrètes de réformes structurelles faites par la Cour? Ma troisième question concerne, mais vous avez en partie répondu à cette question aussi, sur le transfert de dette à la CADES et donc de la logique d'une loi organique pour repousser une nouvelle fois l'échéance de 2023. Elle considère que pour que cela soit possible, il faut que la sécurité sociale ait des perspectives crédibles de retour à l'équilibre. D'ailleurs, c'est ce qui nous a été dit par le gouvernement, c'est que lorsque nous avons posé la question, nous-mêmes, au niveau de la commission, du président, de moi-même, au Premier ministre, ou en tout cas à son entourage, de cette finalement indéniable prolongation de la CADES, eh bien, la réponse a été, mais avant toute chose, il faut avoir une trajectoire crédible et une vraie stratégie de retour à l'équilibre. Donc, que faudrait-il faire, selon vous, concrètement? Faudrait-il prévoir, par exemple, des mesures d'économie supplémentaires de 5 ou 6 milliards par an à partir de 2026, soit 2 fois moins que ce qui est prévu en 2025, et compléter cela par des transferts de recettes si, comme on peut le craindre, l'hypothèse de croissance du gouvernement se révèle, et vous l'avez dit aussi, optimiste. Ma dernière question reprend des propos que vous avez tenus. L'estimation d'économie de la réforme des allègements généraux ne prend pas en compte le surcoût non chiffré pour la sécurité sociale lié aux potentielles suppressions d'emplois qui résulteraient de cette hausse. Et j'ai eu l'occasion de poser cette question à la ministre du Travail hier. Alors, si on suppose que la réforme suscite 40 000 chômeurs supplémentaires, à combien peut-on, selon vous, chiffrer ce surcoût qui, si je comprends bien, consisterait en de moindres recettes? Mais aujourd'hui, elles ne sont pas, en tout cas, concrètes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Merci à vous. Monsieur le Président, je vous laisse répondre à la rapporteure générale. Merci, Madame la rapporteure générale. Sur la question de la méthodologie, je vais être bref et générique. Je pense que le débat là-dessus ne fait que s'ouvrir. La première des choses, c'est qu'il faudra bien comprendre ce qui s'est passé, non pas pour faire je ne sais quel procès en responsabilité, mais pour éviter que les erreurs constatées ne se reproduisent. S'agissant des recettes, on est obligé de constater qu'elles se sont produites en 2023, répétées et amplifiées en 2024, sans d'ailleurs que l'effet de 2023 n'ait été corrigé sur 2024. Donc c'est une espèce de boule de neige, là, pour le coup, qui s'est produite. Je ne peux pas répondre complètement à votre question parce que cette explication, en fait, personne ne l'a. La dérive des comptes publics en 2024 découle de 3 facteurs dont il faudra qu'on apprécie le poids respectif. Il y a sans doute des erreurs de prévision. Et celle-là, je suis obligé de le dire, avait été soulignée. Des avertissements, en tout cas des avis, avaient été donnés notamment par le Haut Conseil sur la prévision de croissance en particulier. Il y a ensuite une évolution des dépenses. Alors, il y a sans doute les dépenses des collectivités locales que certains aiment à mettre en avant, pas que.
pas toutes les collectivités locales. Et il faut regarder l'évolution de dépenses de chacun des trois grands ensembles constitutifs de notre sphère publique, l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Et j'ai parlé de ce qui se produisait dans le cadre de la sécurité sociale. Et enfin, et peut-être surtout pour cette année, il y a, de manière encore inexpliquée, un tarissement, une attrition en tout cas, des recettes publiques. Et j'ai parlé des recettes de la sécurité sociale qui n'échappent pas à ce phénomène. Mais c'est quand même extrêmement spectaculaire en la matière. Et ça concerne en particulier la TVA, mais qui a un impact sur la sécurité sociale, mais aussi l'impôt sur les sociétés. Et notre machine à prévoir les recettes est en partie cassée. Je pense qu'il faudra avoir là-dessus une réflexion collective. La commission des finances de l'Assemblée nationale va se transformer en commission d'enquête sur l'ensemble de ces phénomènes. La Cour des comptes, à travers les travaux de la première chambre, a l'occasion d'y revenir, puisque vous savez que chaque année, elle présente le rapport sur l'exécution de la loi de finances 2024. Ce sera d'ailleurs à peu près concomitant au résultat de cette commission d'enquête, disons au début du printemps. Et là, il faudra évidemment voir quels ont été les mécanismes à l'œuvre. Aujourd'hui, il y a encore un peu de mystère, un peu de boîte noire. Et ensuite, on pourra réfléchir aux solutions. Il y en a une que je n'ai jamais évoquée en public, mais je vais quand même commencer à l'instiller ici. Je ne l'ai jamais évoqué en public parce que je pense que ça ne correspond pas exactement à notre culture administrative, mais ce serait de soustraire l'exercice de prévision à l'administration administrante, sous le contrôle du politique, et de le confier à une institution indépendante, qui pourrait être, par exemple, le Haut Conseil des finances publiques. C'est pas totalement baroque. C'est ce que font un certain nombre de nos partenaires européens. Le plus frappant étant l'Office for Budget Responsibility du Royaume-Uni, qui établit la prévision. Et je pense que objectiver la prévision, en tout cas, est un objectif tout à fait souhaitable. Parce que, disons-le, bon, la qualité, je crois lire dans les commentaires des uns ou des autres, l'idée que la qualité des prévisions a baissé, dans une espèce de jeu de ping-pong entre l'administration et le politique, il y a peut-être une solution. Voilà, je l'élaborerai un petit peu plus dans les semaines qui viennent. J'imagine que je serai auditionné par la commission d'enquête en question. Je serai amené à faire des propositions, mais celle-ci je vous la livre comme elle me vient. Ça me chemine dans l'esprit, finalement. Peut-être le temps est-il venu de sortir de notre culture purement administrative en la matière pour rendre plus indépendant cet exercice. Voilà quelques réflexions préliminaires sur votre première question. Sur la deuxième question qui était sur les retraites, je crois, c'est bien ça. La maladie. Sur la maladie, donc le RALF et les RALF ces dernières années ont été riches en propositions de réformes structurelles. Pour me limiter au dernier rapport en mai 2024, celui-ci provenait de revenir sur les exemptions et exonérations de charges sociales pour certaines primes, dont le poids représente plus de 13% de la rémunération des salariés. Il présentait plusieurs scénarios permettant de faire évoluer l'équilibre dans la prise en charge des congés maladie entre l'assurance maladie, les entreprises et même, pour une faible part, les salariés eux-mêmes. À l'hôpital, il proposait de restreindre les conditions du recours aux médecins contractuels, de mieux piloter la gestion des lits pour les soins de ville. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup. C'est de changer considérablement d'échelle dans la lutte contre les fraudes. On aime bien, comme ça, dire, certains aiment bien dire, voilà, il suffit de lutter contre la fraude. C'est pas le cas en général, parce qu'on n'a pas une si mauvaise approche en la matière, mais là, je pense que c'est parfaitement justifié. Pour le médicament, il a été recommandé la création d'un sous-objectif spécifique au sein de l'ONDAM, et de telles réformes, si elles sont appliquées, peuvent avoir un fort impact sur la dépense, mais il appartient au Parlement de définir leurs conditions de mise en œuvre de manière générale. Je dirais que le déficit structurel de l'assurance maladie appelle à revoir l'organisation de notre système de santé qui a bénéficié d'une hausse importante de crédits ces dernières années, sans objectif précis d'amélioration de la qualité, de l'accessibilité, de la sécurité des soins. On trouvera là toute une série de remarques. Sur la CADES, Madame la rapporteure générale, il n'y a pas grand-chose à ajouter
à ce que j'ai dit dans mon intervention liminaire. Je ne veux pas épuiser des travaux tout de suite. Sur le chiffrage de la mesure de réduction des allégements généraux, il se limite en effet aux effets directs de la baisse des avantages, toutes choses égales par ailleurs, comme c'est le cas pour toutes les estimations produites dans le cadre des PLFSS. Le PLFSS pour 2025 suit en cela la méthode habituelle en construction budgétaire, et dans son analyse, la Cour prend la précaution de préciser que l'estimation de 4,1 milliards d'euros d'économie ne tient pas compte des effets indirects que je viens d'évoquer. À cet égard, c'est moins l'effet mécanique de l'augmentation du nombre des chômeurs qui a un effet sur les comptes de sécurité sociale que les effets indirects sur la croissance globale de la masse salariale. La réduction des allégements généraux se traduirait par un renchérissement du coût du travail par les entreprises. Certaines, du coup, devraient moins embaucher ou licencier. Beaucoup vont réduire les hausses de salaire qu'elles envisagent d'accorder à la salariée pour compenser cette charge nouvelle. Et c'est la somme de tous ces effets qui va amoindrir les gains en recettes attendus pour la sécurité sociale. L'impact global dépend, c'est pour ça que je ne veux pas donner de chiffres, de l'équilibrage final de la mesure entre les réductions d'allègement au niveau du SMIC ou des niveaux de salaire plus élevés. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au rapporteur de branche et je vais commencer par Pascale Gruny pour la branche vieillesse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je vais revenir sur la CNRACL. Au terme du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de 2024, la Cour des comptes relevait qu'en l'absence de mesures, le déficit représentera en 2027 les 3/4 du déficit de la branche vieillesse et du FSV. Alors, comme vous le savez, on prévoit d'augmenter la hausse du taux de contribution employeur de 4 points par an pendant 3 ans, soit un total de 12 points. Mais hier, nous avons auditionné le président du conseil d'administration de la CNRACL, qui nous a longuement entretenu des problèmes structurels que rencontrait cette caisse, et notamment de la tendance démographique défavorable qui est la sienne à moyen et long terme. Alors, il nous a également fait part du poids croissant de sa dette financière et du fait que la COS augmentait les taux d'intérêt payés par la CNRACL d'une marge financière qui est justifiée par la fragilité de sa situation. Alors, quelles solutions vous semblent-elles envisageables pour résorber ce déficit, sachant que la hausse des taux ne le réduirait que jusqu'à l'horizon de 2030 et qu'il n'est pas certain que cette hausse puisse être effectivement supportée par les collectivités territoriales et notamment aussi les établissements hospitaliers. Alors, est-ce qu'on peut prévoir, mais je ne suis pas sûre parce que je vous ai entendu, que cette dette soit reprise par la CADES? Et ensuite, concernant le déficit de la branche vieillesse, si les prévisions du PLFSS pour 2025 sont plus optimistes que celles de 2024, il apparaît néanmoins que ce déficit continuera à s'aggraver en 2028, date à laquelle il serait de 6 milliards d'euros environ. Alors, pensez-vous qu'un allongement de la durée du travail soit à nouveau nécessaire? Quelles sont vos préconisations pour résorber ce déficit? Merci, Monsieur le Président. Je vous dis qu'on est en direct également sur le site pour les réponses. Bien, la parole à Corinne Imbert pour la branche maladie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Alors, pardonnez-moi si je suis un petit peu long, mais compte tenu du poids du déficit de la branche maladie, je vais me permettre, j'ai droit à un petit peu de temps. Même si vous avez déjà bien rappelé la position de la Cour, Monsieur le Premier Président. Pour 2025, vous rappelez que la bonne exécution de l'ONDAM est conditionnée à la réalisation d'un niveau d'économie sans précédent pour un montant de 4,9 milliards d'euros. Le comité d'alerte de l'ONDAM et le Haut Conseil des finances publiques ont souligné le caractère optimiste de cette ONDAM en raison du caractère très incertain des économies projetées, tant pour le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville que pour celui relatif aux établissements de santé. On comprend donc que la projection de l'ONDAM pour 2025 a peu de chances d'être respectée en exécution. Doit-on porter la même appréciation sur les prévisions établies pour 2026 à 2028 ? Ces prévisions sont-elles étayées? Vous paraissent-elles plausibles en l'état des informations dont vous disposez? Quels seraient pour la Cour les scénarios plausibles de redressement des comptes de la branche maladie et à quel horizon?
Au Sénat, alors que le comité d'alerte de l'ONDAM est à la main du gouvernement et est prévu à 0,5%, nous avions voté une disposition en 2023 et 2024. Et pourquoi j'évoque ce sujet? C'est parce que vous avez terminé vos propos en disant qu'il faut en reprendre le pilotage financier, en parlant évidemment des comptes de la Sécu, notamment de l'ONDAM. Et nous avions voté une disposition pour considérer qu'à 1%, l'équilibre général de la sécurité sociale était remis en cause. L'idée étant de déclencher la sollicitation des affaires sociales prévues par le Sénat dans la loi organique. Que pensez-vous de cette disposition? Vous avez regretté, comme nous l'avons regretté, qu'il n'y ait pas de projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Est-ce que vous pensez qu'une telle disposition serait utile? Vous indiquez dans votre communication sur les comptes de la sécurité sociale, et je cite, que la persistance de déficit fragilise la sécurité sociale et l'expose à des difficultés supplémentaires en cas de nouvel aléa conjoncturel ou d'événements affectant ses recettes ou ses dépenses. Vous faites référence évidemment aux dépenses de la crise sanitaire de la Covid-19. Faut-il comprendre de cette affirmation que notre système de financement, et on pourrait l'entendre, ne pourrait pas absorber, ne pourrait pas se rétablir d'un nouvel événement exceptionnel du type de celui de la Covid-19? Mais si toutefois il arrivait, comment ferions-nous? Peut-être revenir et retrouver un déficit à 30 milliards d'euros. Comment gérer tout cela? Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale du mois de mai dernier, la Cour recommande de renforcer la contribution des soins de ville à l'effort de régulation des dépenses d'assurance maladie. Pour cela, elle préconise de mettre en place des dispositifs qui permettraient de compenser les dépassements constatés par rapport aux objectifs adoptés en loi de financement de la sécurité sociale. Quel type de dispositif envisage la Cour des comptes avec cette recommandation? La possibilité de procéder à des baisses de tarifs unilatérales telles que prévues par le gouvernement dans le champ de l'imagerie ou de la biologie dans ce PLFSS répond-elle à cette recommandation? Alors même qu'ici au Sénat, nous sommes toujours très attachés aux négociations conventionnelles. Enfin, au-delà de la dynamique des dépenses de soins de ville qui demeure difficile à réguler, une inquiétude forte porte aujourd'hui sur la situation des établissements de santé, notamment des hôpitaux publics, dont les indicateurs financiers s'aggravent et dont les déficits cumulés, qui s'aggraveront encore en 2024 et de façon très importante, devraient dépasser les 2 milliards d'euros. Cette situation limite leur capacité à investir et ne peut mettre en difficulté l'offre de soins au niveau local. Vous avez quand même relevé que l'investissement redémarrait. Pour autant, est-ce qu'il sera suffisant? Mais vous préconisez d'engager des réformes structurelles en matière d'organisation de l'offre de soins dans les territoires. Mais de telles réformes ne peuvent produire leurs effets qu'à long terme, alors que les tensions sur l'investissement et l'offre de soins sont immédiates et très concrètes. Et vous avez rappelé que l'investissement était nécessaire compte tenu de l'état des établissements. Quelle piste propose la Cour pour résoudre cette difficile équation? Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure, pour ces nombreuses questions. Je donne maintenant la parole à Olivier Henno pour la branche famille. Oui, moi je serai plus bref parce que les déficits sont moins lourds dans cette branche, mais encore que compte tenu des besoins, il faut s'inquiéter de la pente. Alors ma première question, elle est plus focus au fond, c'est sur celle des indus, et notamment des indus de la branche famille, raison pour laquelle vous n'avez pas validé les comptes. Est-ce que vous pensez que les décisions qui ont été prises par rapport à ces indus sont amenées dans les années qui viennent à résoudre cette difficulté? Ma deuxième question concerne plutôt la pente de la branche famille avec les transferts, le transfert des IJ. Elle sera bientôt plus excédentaire, mais à l'équilibre. Est-ce que vous avez une pente des évolutions de la branche famille sur les années à venir, au-delà de 2025, compte tenu notamment des besoins et notamment du vote du service public de la petite enfance, par rapport aux besoins qui se profilent? Et puis ma troisième question, elle est de portée plus générale. On a quand même ces dernières années eu un Ségur de la santé dans lequel on a décidé de mettre un certain nombre de moyens, et on a le sentiment que c'est presque comme si c'était rien passé en termes de moyens.
on a un étrange sentiment par rapport à cet impact du Ségur. Et donc, est-ce que vous avez un regard, est-ce que au fond, il n'aurait pas fallu accompagner ce moment, même si c'était pendant le Covid, d'une évolution structurelle plus lourde, parce qu'on a un peu un sentiment de tonneau des Danaïdes par rapport notamment aux moyens qu'on a consacrés au Ségur il y a maintenant quelques années. Je vous remercie. Merci. Pour terminer, la parole à Marie-Pierre Richer pour la branche AT-MP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la branche AT-MP, qui était jusqu'à ce jour excédentaire, devient déficitaire, alors que nous regrettons un manque d'investissement, notamment dans la prévention. La Cour des comptes a publié un audit flash en 2024 qui se montre assez critique de certains outils de la politique de prévention de cette branche AT-MP, déplorant une logique de guichet qui n'encourage pas à l'efficience. Le rapport que nous avons présenté avec ma collègue Annie Le Héroux revient au même constat, celui de l'insuffisance du ciblage des subventions en faveur de la prévention. Localement, la situation actuelle peut créer des difficultés. Les subventions sont attribuées selon une logique de premier arrivé, premier servi, terme que nous avons repris dans la présentation de notre rapport, qui conduit parfois à léser des entreprises dont les besoins seraient avérés. Quelles alternatives estimez-vous envisageables afin de sortir la politique de prévention de la branche d'une logique de guichet, d'encourager un meilleur ciblage des entreprises qui en ont le plus besoin? Et quelles leçons doit-on tirer du défaut d'efficacité de certaines politiques de prévention, alors que le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle FIPU poursuit sa montée en charge rapide et appelle à une utilisation efficiente des fonds, compte tenu de la situation financière de la branche, comme je l'ai rappelé en préambule. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est l'enjeu pour la Cour des comptes de la branche AT-MP? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous laisse répondre à ces nombreuses questions. Je vais tenter d'y répondre, car vous connaissez tout ça infiniment mieux que moi. Sur la CNRACL, je vais rappeler ce que j'indiquais dans mon introduction, à savoir que c'est sans aucun doute un peu le point aveugle de la réforme des retraites, que nous l'avions d'ailleurs souligné à l'époque, alors que ça représentera tout de même les 3/4 du déficit de la branche en 2030. Et là, il y a un déséquilibre structurel, et c'est pour ça que nous avions pointé, et je le redis devant vous, l'enjeu de rétablir l'équipe financière de la Caisse des agents fonctionnaires des collectivités locales, la CNRACL. Et c'est la raison pour laquelle l'augmentation des cotisations employeurs, qui est prévue en 2025, mais attendons-nous à ce que ça se poursuive en 2026 et 2027, est indispensable pour assurer la pérennité de la CNRACL. La PLFSS pour 2025 prévoit que ça se traduise par un effort d'économie supplémentaire du système de santé à due proportion. Alors, si on va un peu plus loin, on peut considérer que la hausse des taux étalée sur 3 ans est une piste utile. C'est d'ailleurs ce que le rapport des 3 inspections générales, IGF, IGAS, IGA, préconisait. Ça doit permettre d'examiner des pistes de réflexion sur les autres leviers de redressement. Et là encore, je crois qu'on a dans ce rapport des 3 inspections une référence extrêmement solide sur la gestion de la dette de la CNRACL. C'est une illustration des effets que j'évoquais. Le financement de la COS devient plus coûteux dans le contexte de la hausse des taux et de l'appréciation des finances de la situation de la sécurité sociale et de la CNRACL. Faut-il augmenter les recettes de la branche vieillesse? C'est un choix qui relève du gouvernement et du Parlement. Nous pouvons sans doute en premier lieu réduire les niches. Et ça, c'est aussi une piste que peut-être vous pourrez explorer dans le débat qui vous attend. Enfin, en attendant, je le redis, la reprise de la dette de la CADES est une solution, mais qui doit être marginalement étendue à la CNRACL tout de même. J'ai dit les limites à la fois procédurales, juridiques et financières que cette approche recelait, et les réserves que ça pouvait appeler chez nous. Pour ce qui est des questions sur la branche maladie, la bonne tenue de la trajectoire de l'Ondam d'ici 2028 et le respect de ses objectifs implique la poursuite d'efforts sur la durée. C'est le sens de ce que la Cour a appelé de ses voeux dans le RALF de mai dernier. Je reprends notre propre expression, elle peut paraître ferme, elle est nécessaire quand même, c'est une reprise en main
de l'Ondam. De 2026 à 2028, la trajectoire prévue de l'Ondam repose sur une progression moyenne de 2,9 points par an, dont ça veut dire 1,2 points par an au-delà de l'inflation. C'est identique à la trajectoire de la période 2017-2019. À l'époque, elle a été respectée, et ça veut dire que c'est quand même assez réaliste en vérité. Dans le cadre d'auditions auxquelles nous avions procédé pour préparer des revues de dépenses que je remettrai au Premier ministre prochainement, je me souviens d'une mission du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, M. Fatome. C'est une question là de mission politique, mais de la prise en main, on sait faire de facto. C'est réaliste, mais ça ne permet pas pour autant de revenir à l'équilibre financier de la branche maladie, mais seulement de stabiliser le déficit. À ce stade, les mesures d'économie prévues d'ici à 2028 ne sont pas documentées dans les annexes du PLFSS pour 2025, et elles sont pourtant indispensables, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos initial, pour assurer le financement des mesures nouvelles et tenir la trajectoire. Il ne sera pas possible de décider chaque année de nouvelles baisses de remboursement, de nouveaux transferts de charges vers les organismes complémentaires. Le premier objectif doit donc être d'assurer une exécution de l'Ondam qui soit conforme à sa prévision initiale, et c'est la condition d'une trajectoire maîtrisée qui ne dérive pas année après année. Et comme vous le soulignez, le comité d'alerte de l'Ondam rappelle dans son avis du 30 octobre pour 2025, je cite, les risques élevés de dépassement s'agissant des dépenses de soins de ville et de soins en établissement de santé. Il est encore temps de définir précisément les économies à mettre en œuvre pour tenir l'objectif. À plus long terme, le retour de la branche maladie vers une situation financière plus équilibrée suppose de mettre en œuvre dans un cadre pluriannuel des réformes structurelles dans le domaine de la santé. Je n'y reviens pas, je les ai évoquées dans mon propos introductif. Il faut les préparer dès maintenant. Notamment, les hôpitaux publics bénéficient d'une enveloppe de 13 milliards d'euros dans le cadre du Ségur de la santé sur la période 2021-2029, dont 6,5 milliards d'euros alloués au désendettement et 6,5 à la relance de l'investissement hospitalier. Ce financement, qui n'est pas comptabilisé dans l'Ondam, doit être utilisé pour faire évoluer notre système de santé, le rendre plus efficient, car, encore une fois, il ne s'agit pas de proposer je ne sais quelle politique d'austérité au détriment de nos concitoyens. Pour ce qui concerne la persistance de déficits importants, la trajectoire financière de la sécurité sociale est effectivement sur une mauvaise pente. Même si toutes les mesures prévues dans le PLFSS sont votées, si elles sont exécutées, et si la trajectoire est respectée jusqu'en 2028, le déficit continuera à s'aggraver. Je redis mon message. La trajectoire pour 2028 n'est pas excessive. Elle n'est, en l'état, pas totalement soutenable, à notre sens, alors que nous sommes dans une période économique de croissance et nous ne sommes plus en période de crise. Et je rappelle qu'en 2019, à la veille de la crise sanitaire, la sécurité sociale et l'assurance maladie en particulier étaient revenus à un quasi-équilibre financier après le pic de déficit qui avait suivi la crise financière de 2008. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la crise sanitaire. La trajectoire financière de la sécurité sociale conduit à une accumulation de déficit de près de 100 milliards d'euros d'ici à 2028. Imaginons, c'est pas impossible, qu'une crise sanitaire vienne à nouveau à survenir. La CADES ne pourrait pas, comme elle l'a fait en 2020, supporter en sus les conditions financières d'une telle crise. Il est donc indispensable de revenir dans une trajectoire soutenable. Vous évoquez aussi ce que nous pouvons faire sur un certain nombre de baisses de tarifs unilatérales ou sur les soins de ville, Madame la sénatrice. La dynamique des dépenses de soins de ville dépasse chaque année la progression de l'Ondam inscrite en loi de financement de la sécurité sociale. Contrairement aux autres sous-objectifs de l'Ondam, il n'y a pas de mécanisme de mise en réserve des crédits susceptibles d'être annulés en fin d'année. À nouveau, en 2024, une annulation des crédits des établissements médico-sociaux est prévue pour atténuer en partie le dépassement des soins de ville. Les mécanismes de régulation des soins de ville sont en fait extrêmement insuffisants. Seul le report de 6 mois de l'entrée en vigueur de nouvelles conventions de professionnels de santé est mis en œuvre. En revanche, la suspension sous condition de l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles n'est pas envisagée. La Cour propose donc d'instituer des mécanismes de régulation des soins de ville qui soient plus opérants, plus mordants. Pour les professions prescriptives de soins, la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 pour la période allant jusqu'en 2029 ne prévoit qu'une seule clause de rendez-vous en septembre 2025. Ce n'est pas suffisant pour s'assurer du respect ou du suivi des engagements de chaque partie. Pour les professions prescrites, le mécanisme de régulation prix-volume négocié par la CNAM et avec le secteur de la biologie médicale est à étendre, à notre sens, au secteur de la radiothérapie, de l'imagerie médicale,
dans l'objectif de fixer sur plusieurs années des enveloppes de dépenses compatibles avec le taux de progression de l'Ondam. Mais pour les dépenses de produits de santé, les médicaments et les dispositifs médicaux, qui relèvent actuellement largement des soins de ville, la Cour a recommandé la création d'un sous-objectif spécifique. Enfin, vous m'interrogez sur la situation des établissements de santé, notamment les hôpitaux publics, dont les indicateurs financiers s'aggravent, dont les déficits cumulés devraient déjà dépasser les 2 milliards d'euros en 2023. C'est incontestablement un point d'attention. Toute action de rétablissement des comptes des hôpitaux publics prendra du temps. Ça, il faut le savoir. Il faut agir là avec méthode, avec détermination, pour viser à la fois la qualité et la sécurité des soins et l'équilibre financier des hôpitaux publics. La première étape est sans doute d'analyser les causes de leur déficit croissant. Une part est liée à des facteurs conjoncturels communs à tous les hôpitaux, comme l'inflation, la hausse de l'énergie. Mais au-delà, il faut constater qu'il y a des situations financières des hôpitaux qui sont extrêmement hétérogènes. Il faut les examiner au cas par cas, qui dépendent du territoire, qui dépendent de la taille, qui dépendent des spécialités. Le modèle en difficulté, il faut le dire, est celui de l'hôpital généraliste, taille petite à moyenne, isolé sur son territoire. Ce type d'hôpital éprouve des difficultés croissantes à stabiliser sa patientèle, à fidéliser son personnel soignant et à terme à assurer les meilleures conditions de qualité, de sécurité des soins. Je sais bien qu'on touche là à quelque chose d'extrêmement sensible. Vous êtes des représentants des territoires. Chez moi, vous avez été un élu local, une période que je n'ai pas totalement oubliée quand même. Certes, on se dépouille de beaucoup de choses quand on devient président de la Cour des comptes, mais pas totalement de sa mémoire. Je suis trop vieux pour être amnésique, ou plutôt trop jeune encore pour l'être. Et donc, je vois bien la sensibilité du sujet, parce que la présence du service public sur le territoire, mais s'ils sont des services publics de faible qualité, ça pose d'autres types de difficultés au détriment de la santé des habitants du dit territoire. La Cour a préconisé la préparation de stratégies individuelles de retour à l'équilibre financier pour les hôpitaux publics dont les situations sont parmi les plus dégradées. À la demande des ARS, une quarantaine d'établissements de santé identifiés comme fragiles a été audité en 2023-2024 par l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Cette démarche est assurément à poursuivre. À moyen terme, les hôpitaux les plus en crise, pas nombreux, devraient envisager des regroupements ou des fermetures de services dans le cadre d'une réorganisation de l'offre régionale de soins. Les 13 milliards d'euros financés par la CADES pour le désendettement des établissements de santé et la relance de l'investissement hospitalier doivent, à notre sens, être mobilisés dans cette direction, comme l'a recommandé la Cour dans son rapport d'octobre 2023. Voilà quelques réponses à vos questions, Madame la sénatrice, en saluant la qualité de vos travaux. Pour ce qui est de la branche famille, Monsieur Huneau, je rappelle qu'en 2022, les pertes après contrôle étaient de 5,8 milliards d'euros, dont plus des 3/4 d'indus. Ce problème que vous avez souligné, ça avait conduit la Cour à refuser, en effet, comme vous l'avez noté, de certifier les comptes de 2022. Je veux faire d'ailleurs une autre remarque personnelle, un peu d'humeur. C'est que je suis très fier d'être président de la Cour, très satisfait de la qualité de nos travaux, que nous consacrons, et c'est la loi organique, des moyens non négligeables en qualité et en quantité à la certification des comptes et de l'état de la sécurité sociale, avec parfois un refus, ce fut le cas en 2022, avec souvent des réserves, et il faut le dire, avec une attention plus que distraite de la part des pouvoirs publics. Certains d'entre vous ont travaillé dans une entreprise. Qui pourrait imaginer une entreprise dont le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes, ou le fasse avec des réserves substantielles, et qui dirait pas d'importance, continuez, circulez, il n'y a rien à voir. Et ça, je suis très choqué par cela, et je profite de cette audition pour le dire. La Cour a une mission que lui a confiée la loi organique. Cette mission doit être respectée par l'État dès lors que c'est le peuple souverain qui nous en a chargé et que nous faisons des travaux tout à fait sérieux et crédibles. Je ferme la parenthèse, mais je profite de le dire parce que chaque année, ça me choque. Nous avons des experts de certification. Je sais pas combien y en a-t-il, Bernard, dans votre champ? 25. 25, il y en a autant pour l'État. Ce sont des jeunes, souvent, très haute qualité, qui choisissent d'exercer auprès de nous plutôt que d'être dans des cabinets d'expertise comptable, les Big Five, etc. Bon, pas du tout. Et puis ensuite, c'est acquis poliment. Je ferme la parenthèse. En 2023, nous avons constaté un progrès
insuffisant toutefois pour certifier les comptes et constater l'impossibilité de certifier les comptes de 2023. La CNAF a mis en place des actions pour redresser la situation. Les travaux de certification sont en cours. La Cour présentera son rapport à la mi-mai, ce qui me permet de corriger un petit peu la sévérité de mon propos, parce que certains nous écoutent quand même, mais il faut nous écouter jusqu'au bout en la matière. Sur le Ségur, je vous renvoie à ce que j'ai indiqué. Outre les actions décidées, je rappelle qu'il n'y a eu ni économie, ni ressources nouvelles pour financer le Ségur. Je ne discute absolument pas la légitimité de cette démarche, qui était sans doute attendue par les professionnels, nécessaire pour prêter une attention méritée aux professions en question. Mais après, ce qui pêche, c'est le financement des dites mesures, parce que, incontestablement, je n'appelle pas à revenir sur le Ségur, mais les effets n'ont pas été pris en compte dans la trajectoire et ils se payent ensuite. Sur la branche AT-MP, Madame la sénatrice, c'est une branche totalement gérée par les partenaires sociaux, avec un souci constant d'accompagnement des salariés. Elle est excédentaire historiquement, mais elle tend à devenir déficitaire. Si on suit la trajectoire telle qu'elle est fixée dans les documents que vous aurez examinés, ce sera moins 500 millions d'euros en 2028. La piste essentielle, comme vous l'avez dit, je partage totalement, c'est de renforcer la prévention pour limiter les coûts. Et je pense d'ailleurs une réflexion globale sur la prévention en santé est indispensable pour les accidents du travail, pour la maladie sociale, mais pour les dépenses de santé en général. Et ça, c'est une piste qui, pour nous, est tout à fait fondamentale. L'exemple du bâtiment est intéressant à ce titre, puisque des efforts sont assurément à faire dans le secteur tertiaire et les EHPAD également. Deux évolutions à prendre en compte. Vous les connaissez bien, Madame la sénatrice, les troubles musculo-squelettiques et les troubles psychologiques au travail, qui doivent incontestablement amener à mettre en œuvre des mesures nouvelles. Mais c'est une branche tout à fait importante. Très bien, je vais ouvrir maintenant le débat. Vous êtes plusieurs à demander la parole. Je voudrais simplement préciser en introduction de cette toute prise de parole que ce que je demande, c'est que vous posiez des questions et non pas que vous puissiez faire une déclaration de politique générale dans vos interventions. Voilà, donc je reprécise, je le dis, parce qu'on a une matinée chargée. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de poser des questions à nos interlocuteurs bien placés. Et bien entendu, vos points de vue, nous les connaissons. Et à travers vos questions, nous les ressentirons. Voilà, très bien. Je commence par donner la parole à Raymonde Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais pas faire de commentaires, mais ce sera un peu technique du coup. Parce que ça peut pas être ni l'un ni l'autre. Monsieur le Président, le rapport de la Cour des comptes, effectivement, a parlé des exonérations, des exceptions d'assiette qui avaient conduit depuis 2017 à une croissance de 10 milliards, qui sont passés de 10 à 20 de mémoire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il va y avoir pour la niche partage de la valeur sur lequel, quand c'est passé, nous avions pointé ce problème pour la sécurité sociale, de réintégration dans le revenu de référence. Mais en fait, c'est quelques centaines de millions, c'est 700 avec une autre mesure. On est bien d'accord, j'aimerais me voir confirmer que c'est toujours pas, les primes de la valeur ne seront toujours pas soumises, socialisées, soumises à cotisation. Elles seront toujours exonérées, elles rentrent dans le revenu de référence, d'accord. Mais confirmez-moi qu'elles sont bien toujours exonérées. Et je fais remarquer, elles sont non compensées, puisque c'est une exemption d'assiette et non une réduction. Donc ça, c'est pour dire que effectivement, vous avez pointé que c'était 10 milliards, ça a explosé, les exemptions d'assiette. Et pour la Sécu, c'est 10 milliards qui pèsent. Parce que pour les cotisations, on est bien d'accord, elles doivent être compensées,
mais il y a quand même 3 milliards qui ne sont pas compensés pour le côté. Donc ça fait 13 milliards là qui ont manqué en recettes, hein, voilà. Par rapport aux 20 milliards que vous avez pointé tout à l'heure d'augmentation des exos sociales. Ça veut dire 20 milliards plus 10 milliards, c'est 30 milliards qui ont flambé là. Une partie pour le budget de l'État, mais 13 milliards, je viens de le dire, pour la sécurité sociale. Donc voilà, j'aimerais une confirmation du fait qu'elles seront toujours exonérées, toujours pas compensées, que c'est, vous l'avez pointé dans votre rapport, quand même 10 milliards là qui ont augmenté et qui ont fait une perte de recettes. Je voudrais revenir aussi sur l'effet récessif quand même sur le PIB de l'ensemble des mesures du plan gouvernemental de 60 milliards. En recettes ou en dépenses. L'OFCE, je crois, parce qu'il faut que je mélange avec l'OCDE, mais bon, l'un des deux, a bien pointé un effet récessif de 0,6 à 0,8 points. Donc, qu'est-ce qui devient de... Enfin, cet effet-là, est-ce que c'est mesuré dans ce que vous dites sur l'évolution de la masse salariale qui avait été marquée déjà par un certain optimisme? Et puis, quant à la réduction du 1,2, 1,4 du SMIC, moi, j'aimerais voir, vous avez parlé du coefficient multiplicateur, mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est que si on touche au SMIC ou qu'on touche au bandeau ou qu'on touche à 2,5 fois le SMIC, etc., le multiplicateur, c'est le même. Et je ne comprends pas, parce que l'effet est quand même très différent si on arrête le point de sortie des exos sont à 2 SMIC que si on touche effectivement aux exos au niveau du SMIC. Et je suis un peu étonnée de ça, parce qu'à 2 SMIC, tous les économistes, il y a un consensus, si la sortie était à 2 SMIC, pour dire qu'il n'y a pas d'effet d'emploi et pas d'effet de compétitivité. Donc sur cet effet multiplicateur, quel est son opération, son intérêt, puisqu'il agit également, quel que soit le niveau des exos qui tendent à être réduites. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Cour des comptes. Si vous voulez, vous nous avez bien expliqué qu'on était obligé de revenir, si vous voulez, à cette trajectoire de 3% pour arriver en 2030, que c'était du bon sens et pas une soumission à l'Europe, parce qu'effectivement, on a des organismes qui nous prêtent et on est obligé, sinon on va avoir une inflation des intérêts de la dette qui pourrait être à 70 milliards, vous l'avez dit, en 2026. Alors, bon, concernant les déficits, vous nous l'avez bien expliqué, c'est une surestimation des recettes et une sous-estimation des dépenses. Au total, il faut faire une correction, sinon il y aurait 28 milliards de déficit en 2026. Daniel, votre question. Alors, les questions, Monsieur le Président, je pense que nous sommes bien sûr d'accord absolument pour qu'on conserve la retraite à 64 ans, parce que si ce n'était pas le cas, comment on pourrait équilibrer dans l'avenir la sécurité sociale, bien sûr en ayant un consensus, on espère, avec les partenaires sociaux. Et deuxième question, concernant toujours les retraites, la non-indexation des retraites pose quelques problème, puisque une personne qui est seule et qui a moins, si vous voulez, qui a un revenu de retraite à peu près au niveau du SMIC, ben, elle doit le conserver pour payer son logement, sa nourriture, son chauffage. Et là, est-ce que, si vous voulez, si on indexait jusqu'au SMIC, est-ce que ça serait possible et quel serait le coût? Merci. Merci beaucoup. La parole à Alain Minon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier vice-président, ça fait maintenant des années que j'entends la Cour nous alerter sur le dépassement quasi constant de l'ONDAM. Ça fait aussi des années que je vous entends réclamer un retour à l'équilibre comptable
des comptes de la sécurité sociale. N'avez-vous pas le sentiment qu'en fait, c'est le taux de l'ONDAM, tel qu'il est fixé, qui n'est pas adapté aux besoins réels de santé de la population? Très bien. Merci beaucoup. Anne Suris. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai 3 questions, je vais essayer d'aller rapidement. La dernière fois que nous avons auditionné Madame Amaillon en sa qualité de présidente de la 6e Chambre sur le rapport d'application des LFSS, elle affirmait que le vieillissement de la population n'a pas été pris en compte dans les perspectives pluriannuelles actuellement définies comme la trajectoire de l'ONDAM. Pourtant, comme elle le remarquait, comme vous le notez vous-même, le vieillissement de la population est prévisible, tout comme la hausse des besoins de santé au regard de l'épidémie des maladies chroniques que nous connaissons. Quel regard portez-vous sur cet enjeu du vieillissement dans les trajectoires qui sont présentées dans le PLFSS 2025 ? Deuxième question, l'effort que vous appelez sur le nouveau cycle de finances publiques dans lequel nous sommes entrés rime facilement avec austérité, mais vous venez de vous assurer du contraire, donc nous sommes rassurés. Cependant, il pourrait aussi sonner davantage comme une socialisation renforcée des risques sociaux, d'autant plus que nous connaissons de mieux en mieux les facteurs de risques sociaux, comme les déterminants de santé, dont les déterminants environnementaux sont encore insuffisamment pris en compte dans les politiques de santé publique et de prévention, ce qui crée, in fine, une mauvaise dépense pour la sécurité sociale. Cependant, une bonne gestion de ces risques doit être organisée dans une perspective de long terme. D'ailleurs, la Cour recommandait, par exemple, en mai 2024, de prévoir une planification ciblée des pathologies respiratoires. Quel regard portez-vous sur une pluriannualisation de la gestion de la sécurité sociale et des politiques de santé ? Dernière question courte. Dernier sujet, c'est la financiarisation de la santé. Évidemment, c'est un sujet essentiel en termes de dépenses indues et plus que de la fraude épiphénoménale, un problème systémique. Vous savez que nous avons une mission menée sur ce sujet dans le cadre de cette commission. Avez-vous des préconisations en la matière ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole à Frédérique Puissat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Cour des comptes, de vos travaux et de votre message d'optimiste consistant à dire que tout est possible. Ma question consiste à savoir si tout est possible à périmètre constant. Et je voulais savoir ce que vous pensez de rouvrir et relancer un débat sur les perspectives de travaux sur la retraite par capitalisation. Merci beaucoup. Et pour terminer, Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Ma question est simple. Quel regard avez-vous sur la financiarisation de la médecine et est-ce que, le cas échéant, vous avez quantifié ces répercussions financières sur le budget? Merci. Merci bien. Monsieur le Premier Président. Je vais faire quelques réponses courtes à vos questions. Je n'ai pas toutes d'ailleurs la capacité d'y répondre. En tout cas, pas vocation à y répondre pour toutes. D'abord, sur les primes de la valeur, oui, elles sont toujours exonérées, sauf décision contraire du législateur, et elles sont en hausse, comme l'a montré un chapitre du RALF. Pour le reste, vous avez fait une analyse financière que je ne veux pas discuter dans la mesure où tout ça n'est pas mesuré dans la trajectoire présentée. Et donc, y répondre de cette façon-là, c'est souligner à nouveau ce que je disais, c'est-à-dire que cette trajectoire n'est pas tout ce que vous avez évoqué, tout le reste. Vous avez évoqué toute une série de sujets, à part les primes à la valeur, aucune de ces questions n'est évoquée dans la trajectoire financière. Ce qui signifie, à nouveau, je vous l'ai dit, que cette trajectoire n'est pas raisonnable, n'est un minimum en vérité, elle n'est pas soutenable en soi. Ce qui me permet d'ailleurs de répondre à la question de l'austérité qu'évoquait votre voisine. Franchement, vous savez, nous sommes un pays qui a 57% de dépenses publiques dans le PIB. C'est 8% de plus que la moyenne de la zone euro. Nous avions 53,8% en 2019, avant la crise sanitaire. Est-ce que nous avons vraiment la sensation que la qualité du service public, la qualité du système de santé s'est considérablement améliorée parce que nous avons ajouté 3,2 points de PIB de dépenses publiques, après d'ailleurs une décrue quand on a retiré les mesures qui avaient été apportées à la crise Covid. Est-ce que nous avons le sentiment que nos citoyens sont davantage satisfaits de leurs services publics? Poser la question comme ça, c'est y répondre. Dire
qu'un pays qui a 57% de dépenses publiques dans le PIB et qui va les réduire très doucement, 56,3% l'an prochain, c'est une politique d'austérité, alors que nous avons l'an dernier accumulé 50 milliards d'euros de déficit en plus, un dérapage de 1,7 point de PIB. Je ne souscris absolument pas à ça. Et j'irai plus loin. Nous avons une préférence partagée en France pour la dépense, quels que soient les gouvernements. Les fameux 50 ans de déficit successifs, ils sont là. Mais ça suppose une qualité de la dépense publique et aussi une qualité de la dépense sociale. La réponse ne peut pas être la fuite en avant en la matière. Non, c'est pas en socialisant davantage, en dépensant davantage. Le tax and spend, comme disent les anglo-saxons, on taxe et on dépense, n'est pas une réponse. Car si nous faisons ainsi, le résultat, c'est la dette. Et c'est la boule de neige de la dette. C'est le coût supérieur de la dette. Et ça vient rogner et au-delà les économies que nous devons faire absolument. Donc je suis, moi, très persuadé qu'on peut à la fois avoir des trajectoires soutenables et des trajectoires qui échappent à toute accusation d'austérité. Ce qui me permet de répondre aussi, monsieur le sénateur, d'un point sur les 3%. Les 3%, c'est tout simplement le prix à payer pour appartenir à une copropriété dont tous les membres respectent les règles, en principe, sauf quelques-uns. Et je rappelle que l'euro n'est pas une contrainte pour nous, que nous en avons été de très grands bénéficiaires en vérité. Je n'ose imaginer ce que seraient les primes de risque sur les taux d'intérêt français ou les spreads par rapport à l'Allemagne en l'absence d'euros. Ou plutôt, si j'en ai quelques vagues souvenirs avec le temps, puisque j'étais un jeune haut fonctionnaire dans les années 90, à l'époque de la politique du franc fort, où nous accrochions notre monnaie aux marques avec une prime de risque qui était de 500 points de base. Croyez-moi, nous avons plus d'intérêt, nous, la France, à l'euro que certains de nos voisins qu'on appelle les frugaux, qui ont fait des efforts sur leurs finances publiques. Nous devons simplement respecter ces règles qui sont des règles communes. Sur la réforme des retraites, c'est sûrement pas à moi de répondre sur le fait de savoir si on doit indexer ou non, ou s'il faut garder la réforme à 64 ans. Je ferai simplement une remarque, qui est celle du président de la Cour des comptes, une remarque financière. C'est que, incontestablement, le rapport entre les actifs et les inactifs se dégrade dans nos sociétés, que le vieillissement de la société est une réalité, que nous ne sommes plus dans les années 80, que, heureusement, nous vivons plus longtemps et plus longtemps en bonne santé, et que les années passées après la retraite sont plus longues, avec une retraite à 64 ans qu'à 60 ans, en 1981, quand François Mitterrand l'a décidé. Et donc, on ne peut pas raisonner là de manière statique en la matière. Je ne crois pas, et il faut absolument s'assurer que notre système de retraite est financé et finançable. Alors après, est-ce qu'il fallait un âge pivot, pas un âge pivot? Ce sont des débats qui sont à la fois derrière et devant, des aménagements, comme l'a dit le Premier ministre Michel Barnier, à la réforme des retraites. Ça fait partie du débat politique. Mais globalement, il y a une chose à laquelle on ne peut pas renoncer, c'est à financer et à soutenir notre régime de retraite. Ce qui passe forcément par un certain nombre de mesures. L'allongement de la durée de cotisation, c'est pas quelque chose qui date de la dernière réforme des retraites. D'autres l'ont fait auparavant, venant de différentes familles politiques, parce que c'est tout simplement les exigences de la société. Et nous savons tous, car j'ai dit que le régime de retraite n'était pas encore équilibré, qu'il y aura sans doute plus tard d'autres réformes. Ne pensons pas que ça a été un solde de tout compte. Mais enfin, chaque jour suffit sa peine. Sans doute. Pour ce qui est du taux d'évolution de l'Ondam, question courte comme d'habitude, monsieur le sénateur, je note que celui qui est prévu n'est que de 1% en volume pour 2025, qui n'est pas, à mon sens, totalement déraisonnable. Je veux dire aussi que le vieillissement est le véritable enjeu, car il pèse sur la trajectoire maladie et vieillesse. C'est une des raisons, sinon la raison principale, de l'effet ciseau que j'évoquais entre les dépenses qui sont tirées vers le haut et les recettes qui sont incontestablement moins dynamique. Sur les retraites par capitalisation, c'est un débat qui est légitime, mais sur lequel la Cour ne s'est pas prononcée. Donc je ne vais pas donner une réponse comme ça, qui soit un commentaire d'actualité. Je serais hors de mon rôle. Enfin, sur la financiarisation, monsieur le sénateur, c'est un sujet sensible sur lequel les acteurs publics commencent à réfléchir, une prise de conscience. Le risque majeur, c'est la perte de contrôle des acteurs de santé sur les décisions au profit d'un raisonnement qui soit purement financier.
qui serait forcément un peu oligarchique puisqu'il serait entre les mains de quelques grands groupes. La Cour s'y penche actuellement sur certains contrôles à venir et j'aurai l'occasion de revenir devant vous si vous m'y invitez, ou Monsieur Lejeune, qui sera votre interlocuteur plus fréquent que moi. Mais c'est toujours un très grand plaisir de venir devant votre commission. Je suis toujours invité plus régulièrement à la commission des finances, mais croyez que j'aime également beaucoup participer à vos travaux, que je trouve toujours empreints de la sérénité qu'on prête au Sénat, de qualité de débat que j'y constate, qui sont incontestables. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation et pour les réponses apportées. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. D'accord. Parce que de toute façon,